aux confins d'un monde ancien qui se disloquait, alors que l'Empire romain d'Occident n'était plus qu'une ombre de lui-même, une nouvelle force surgit des forêts, des plaines et des fleuves de l'Europe du Nord. Ce n'était pas une apparition soudaine, ni un miracle isolé, mais le lent et inexorable éveil d'un peuple et d'une idée. L'Empire des Francs ne naquit pas en un jour. Il se forma dans la violence, la foi, la guerre et le sang, et surtout dans cette capacité rare à absorber, transformer et refonder ce qu'il conquérait. C'est pourquoi, des siècles plus tard, on le désignerait comme le véritable père de l'Europe. Lorsque les légions romaines commencèrent à se retirer des provinces de Gaule, laissant derrière elles des villes vulnérables et des frontières béantes, le vide de pouvoir attira ceux que Rome appelait barbares. Parmi eux, les Francs n'étaient ni les plus nombreux ni les plus puissants. Ils étaient divisés en tribus, liés par des serments personnels, gouvernés par des chefs dont l'autorité reposait autant sur le prestige guerrier que sur la générosité. Ils vivaient dans un monde où la loyauté était concrète, immédiate, et où la force déterminait la survie. Pourtant, ces guerriers portaient en eux un potentiel que peu soupçonnaient. La Gaule du vieux siècle était un territoire fracturé. Les anciennes structures administratives romaines persistaient encore dans certaines cités, dirigées par des élites gallo-romaines attachées à la loi écrite, au latin et aux souvenirs de l'ordre impérial. Mais hors des murs, l'insécurité régnait. Les routes n'étaient plus sûres, les campagnes étaient ravagées par des bandes armées et la population cherchait désespérément un nouveau protecteur. C'est dans ce chaos que les Francs s'installèrent, d'abord comme alliés, puis comme maîtres. Le destin de ce peuple bascula avec l'ascension d'un homme, Clovis. Jeune, ambitieux, impitoyable, il comprit très tôt que la force brute ne suffirait pas. Son génie ne résidait pas seulement dans l'art de la guerre, mais dans sa capacité à lire le monde qui l'entourait. Il observa les élites gallo-romaines, leur attachement à l'Église, leur besoin de stabilité. Il comprit que la foi chrétienne était devenue le langage du pouvoir et de la légitimité. La conversion de Clovis ne fut pas un simple acte spirituel, ce fut un tournant historique. En adoptant le christianisme catholique et non l'arianisme de nombreux autres rois germaniques, il s'allia à l'Église et par elle à la population gallo-romaine. Ce baptême transforma un chef barbare en roi légitime aux yeux de ses sujets. Les évêques devinrent ses alliés, les villes ouvrirent leurs portes et la conquête prit un visage nouveau, celui de l'unification. Sous Clovis et ses successeurs, le royaume franc s'étendit rapidement. Les anciens royaumes ennemis furent écrasés, absorbés ou intégrés. Mais cette expansion posa un problème fondamental. Comment gouverner un territoire aussi vaste et hétérogène? La réponse franque ne fut ni purement romaine, ni entièrement barbare. Elle fut un mélange. Les rois conservèrent des éléments du droit romain, tout en s'appuyant sur les coutumes germaniques. Le pouvoir se structura autour de la terre, de la fidélité personnelle et de la guerre. Après la mort de Clovis, le royaume fut divisé entre ses fils, selon la tradition franque. Cette fragmentation provoqua des décennies de guerres civiles, d'assassinats et de trahisons. Les Mérovingiens, descendants de Clovis, conservèrent le titre royal, mais leur autorité réelle s'éroda progressivement. Le pouvoir glissa lentement vers les mains de ceux qui administraient, finançaient et menaient les armées, les maires du palais. Dans l'ombre des rois fainéants, une nouvelle dynastie se préparait. Ces hommes ne portaient pas encore la couronne, mais ils contrôlaient la réalité du pouvoir. Ils organisaient les campagnes militaires, distribuaient les terres, négociaient avec l'Église. Leur autorité reposait sur l'efficacité, non sur le sang sacré. Parmi eux, un nom se détacha, Charles Martel. Lorsque les armées musulmanes franchirent les Pyrénées et pénétrèrent en Gaule, ce fut lui qui se dressa pour les affronter. La bataille qui s'ensuivit ne fut pas seulement un affrontement militaire, mais un choc symbolique. Elle marqua la défense d'un monde chrétien occidental encore fragile. Charles Martel sortit victorieux, auréolé d'un prestige immense. Désormais, nul ne doutait que le véritable pouvoir appartenait à sa lignée. Son fils, Pépin le Bref, franchit l'étape décisive. Avec l'appui du pape, il déposa le dernier roi mérovingien
et se fit sacré roi. Ce geste scella une alliance durable entre la monarchie franque et l'Église. Le pouvoir politique et le pouvoir spirituel se renforçaient mutuellement, posant les bases d'un nouvel ordre européen. Mais c'est avec le fils de Pépin que l'Empire des Francs atteignit son apogée. Charlemagne ne fut pas seulement un conquérant, il fut un bâtisseur de civilisation. Par la guerre, il étendit son royaume sur une grande partie de l'Europe occidentale. Par l'administration, il chercha à organiser, unifier et gouverner. Il envoya des représentants royaux parcourir ses terres, imposa des lois communes, encouragea l'éducation et la culture. Sous son règne, l'idée d'un empire renaquit, non pas comme une copie de Rome, mais comme une création nouvelle. Lorsque Charlemagne fut couronné empereur, ce geste symbolisa la naissance d'une Europe consciente d'elle-même, une Europe chrétienne, plurielle, mais unie par une vision commune de l'ordre, du pouvoir et de la foi. Après lui, l'Empire se fragmenta de nouveau. Les héritiers se disputèrent les terres et l'unité se brisa. Pourtant, l'héritage demeura. Les royaumes qui émergèrent portaient tous la marque franque dans leurs institutions, leur rapport à la terre, leur conception du pouvoir. L'Empire des Francs ne survécut pas comme entité politique unique, mais il survécut comme matrice. Ainsi, de la chute de Rome à la naissance des royaumes médiévaux, l'Empire des Francs fut le pont entre deux mondes. Il transforma des tribus en nations, des chefs en rois, et un continent fragmenté en une civilisation partagée. C'est en cela qu'il mérite son nom, le père de l'Europe. Après le couronnement impérial, l'Empire des Francs entra dans une phase nouvelle, plus complexe et plus fragile. L'acte solennel qui avait placé la couronne impériale sur la tête de Charlemagne ne signifiait pas l'achèvement de son œuvre, mais au contraire le début d'un combat plus difficile, maintenir l'unité d'un monde immense, disparate, traversé de traditions contradictoires et de forces centrifuges puissantes. L'Empire s'étendait désormais des rivages de l'Atlantique aux plaines danubiennes, des mers du Nord aux montagnes d'Italie. Jamais depuis la chute de Rome, un seul homme n'avait gouverné un espace aussi vaste en Europe occidentale. Mais cette grandeur contenait en elle-même les germes de la division. Les peuples soumis n'étaient pas des masses indistinctes. Saxons, Lombards, Bavarois, Aquitains, Bretons conservaient leur langue, leurs lois, leur mémoire. Charlemagne comprenait que la domination militaire ne suffisait pas. Il fallait créer un cadre commun capable de survivre à la force des armes. C'est ainsi que l'empereur entreprit ce que l'on appellerait plus tard une renaissance. Dans les palais, les monastères et les écoles cathédrales, le savoir fut encouragé, parfois imposé. Les manuscrits antiques furent copiés, les textes religieux uniformisés, l'écriture réformée pour être plus lisible. Cette réforme intellectuelle n'était pas un luxe, elle répondait à une nécessité politique. Gouverner exigeait des hommes capables de lire les ordres, de rendre la justice, de transmettre la loi. L'Empire avait besoin d'une élite formée, loyale et compétente. Pourtant, derrière cette façade d'ordre et de culture, les tensions demeuraient. Les campagnes militaires contre les Saxons avaient été longues, sanglantes, marquées par des conversions forcées et des massacres. La christianisation de l'Empire s'était faite par la croix, mais aussi par l'épée. Cette violence laissait des cicatrices profondes. La foi unissait en apparence, mais elle n'effaçait pas les rancœurs ni les résistances silencieuses. Le système de gouvernement reposait largement sur la personne de l'empereur. Charlemagne voyageait sans cesse, parcourant ses terres pour rendre la justice, arbitrer les conflits, rappeler son autorité. Tant qu'il était présent, l'ordre se maintenait. Mais cette centralisation personnelle révélait une faiblesse structurelle. Que deviendrait l'Empire après lui? Lorsque Charlemagne mourut, l'édifice qu'il avait construit sembla tenir encore, mais ses fondations se fissuraient déjà. Son fils, Louis, hérita d'un titre immense et d'une tâche impossible. Il était pieux, sincère, attaché à l'idéal chrétien, mais il manquait de la dureté et de la souplesse politique de son père. Très vite, les querelles de succession éclatèrent, opposant frère contre frère, fils contre père. L'Empire, conçu comme une unité sacrée, se transforma en champ de bataille familial. Ces guerres internes ne furent pas de simples disputes dynastiques. Elles révélèrent une réalité plus profonde,
l'Empire n'était pas une nation, mais un assemblage de fidélité personnelle. Chaque grand seigneur défendait ses terres, ses droits, ses ambitions. La loyauté envers l'empereur cédait face aux intérêts locaux. Peu à peu, le pouvoir central se vida de sa substance. Les traités qui mirent fin au conflit scellèrent la division. L'Empire fut partagé, découpé, redéfini. Ce partage n'était pas seulement territorial, il traçait les contours d'une Europe future. À l'ouest, un royaume tourné vers la Gaule et les traditions latines. À l'est, un autre plus germanique, regardant vers le Rhin et le Danube. Entre les deux, des zones de fracture, des marches incertaines promises au conflit. Pourtant, même brisé, l'héritage franc demeurait. Les structures mises en place survécurent à l'Empire lui-même. Le lien entre pouvoir et terre se renforça. Les comtes, les ducs, les abbés devinrent les véritables maîtres du quotidien. En échange de leur fidélité théorique, ils exerçaient une autorité quasi souveraine sur leur domaine. De cette réalité naquit un monde nouveau, celui que l'on appellera plus tard le Moyen Âge féodal. La mémoire de l'Empire continua d'habiter les esprits. Les rois se réclamaient de Charlemagne, les empereurs invoquaient son nom, l'Église entretenait le souvenir d'une unité perdue. Cette nostalgie n'était pas vaine, elle servait de référence, de modèle, parfois de justification à de nouvelles ambitions. L'idée européenne, avant même d'être politique, était devenue historique. Ainsi, l'Empire des Francs ne s'éteignit jamais vraiment. Il se transforma, il se fragmenta pour mieux se diffuser. Dans les lois, dans les frontières, dans les langues et dans la foi, son empreinte façonna durablement le continent. L'Europe médiévale, avec ses royaumes rivaux et sa culture commune, naquit de cette matrice franque, héritière à la fois de Rome et des forêts germaniques. Et dans ce monde nouveau, encore instable, encore violent, l'ombre de l'Empire planait toujours, rappelant qu'un jour, au cœur de l'Occident, un pouvoir avait osé rêver d'unité. La disparition de l'unité impériale ne signifia pas la fin de l'œuvre franque. Au contraire, elle ouvrit une période plus longue, plus diffuse, où l'héritage de l'Empire se mêla aux réalités locales pour façonner durablement l'Europe. Les générations qui suivirent ne vécurent plus sous un empereur unique, mais elles continuèrent à évoluer dans un monde structuré par les principes nés de l'expérience franque. À mesure que le pouvoir central s'affaiblissait, la terre devint la clé de toute autorité. Ce glissement ne fut pas brutal, mais progressif. Les comtes et les seigneurs, initialement représentants du roi, commencèrent à agir en leur propre nom. Ils levaient des armées, rendaient la justice, protégeaient ou exploitaient les populations. La fidélité n'était plus due à une entité abstraite, mais à un homme précis, un seigneur visible, présent, capable de défendre et de punir. Ainsi se forma un nouvel ordre fondé sur la dépendance personnelle et la hiérarchie des liens. Dans ce monde fragmenté, l'Église demeura l'un des rares éléments de continuité. Elle conserva la mémoire de l'Empire, ses textes, ses rites, sa langue savante. Les monastères devinrent des refuges de savoir, mais aussi des centres de pouvoir économique et spirituel. Les évêques jouaient un rôle d'intermédiaire entre les héritiers de l'autorité impériale et les réalités locales. Ils bénissaient les rois, conseillaient les princes, rappelaient sans cesse l'idéal d'unité chrétienne hérité de l'époque franque. Les royaumes issus du partage impérial suivirent des trajectoires différentes, mais liées par une origine commune. À l'ouest, le pouvoir royal se concentra lentement autour d'un territoire qui allait devenir la France. La langue évolua, le latin se transforma, mais l'idée d'un roi sacré, héritier de Charlemagne, demeura. À l'est, l'autorité impériale fut revendiquée avec force, donnant naissance à une tradition où l'empereur se voulait le successeur direct de l'Empire romain chrétien. Entre ces deux pôles, des régions entières restèrent longtemps instables, disputées, tiraillées entre influences. Les invasions extérieures aggravèrent encore cette fragmentation. Les attaques venues du nord, de l'est et du sud mirent à l'épreuve les structures héritées de l'Empire. Les populations, confrontées à une insécurité permanente,
se tournèrent vers les pouvoirs locaux capables d'assurer une protection immédiate. Ce réflexe renforça le système féodal et affaiblit davantage les ambitions d'un pouvoir central fort. Pourtant, même dans ce chaos, les concepts forgés sous l'empire des Francs continuaient d'organiser la société. La loi, bien que morcelée, conservait des traces du droit romain et des capitulaires impériaux. La notion de royaume chrétien, gouverné par un souverain investi d'une mission divine, restait centrale. Les guerres elles-mêmes se justifièrent souvent par des références à l'ordre, à la foi, à la restauration d'une unité perdue. L'Empire était devenu un mythe fondateur, un horizon vers lequel on se tournait sans jamais l'atteindre pleinement. Avec le temps, cet héritage façonna une identité européenne particulière. Contrairement à d'autres civilisations fondées sur une continuité impériale ininterrompue, l'Europe se construisit sur la mémoire d'une unité brisée. Cette fracture engendra rivalité, conflits, mais aussi une étonnante capacité à partager des références communes malgré la division politique. Les universités, les ordres religieux, les échanges culturels s'inscrivirent dans cette tradition, issue de l'époque franque. Ainsi, l'Empire des Francs survécut moins comme une structure que comme une idée. Il transmit à l'Europe la conviction qu'un ordre commun était possible, qu'une autorité pouvait dépasser les frontières tribales et locales. Même lorsque les royaumes s'affrontaient, ils parlaient un langage hérité de cette expérience fondatrice. Dans les siècles suivants, chaque tentative d'unification, chaque rêve impérial, chaque projet de réforme portait en lui l'ombre de l'empire disparu. Charlemagne et ses successeurs n'étaient plus, mais leur œuvre continuait de vivre dans les pierres des cathédrales, dans les lois, dans les couronnes et dans la conscience collective d'un continent en devenir. L'Europe, dans toute sa diversité et ses contradictions, restait l'enfant de cet empire né des ruines de Rome et forgé par les Francs. Le temps poursuivait son œuvre lente et implacable. Les siècles passaient, et avec eux disparaissaient les derniers témoins directs de la grandeur franque. Pourtant, plus l'Empire s'éloignait dans le passé, plus son empreinte devenait profonde. Ce paradoxe façonna durablement la conscience politique et culturelle de l'Europe médiévale. Les rois, qui gouvernaient désormais les terres autrefois unifiées, ne se contentaient pas d'exercer un pouvoir local. Ils cherchaient à s'inscrire dans une continuité sacrée. Chaque sacre, chaque couronne posée sur une tête royale rappelait le geste fondateur de l'époque franque. Le pouvoir venait de Dieu, mais il se manifestait à travers un héritage historique précis. Être roi, ce n'était pas seulement commander, c'était se présenter comme le gardien d'un ordre ancien, hérité d'un empire disparu mais jamais oublié. Dans les monastères et les scriptoria, les moines copiaient inlassablement les textes. Ils ne préservaient pas seulement les évangiles ou les écrits des pères de l'Église, mais aussi les capitulaires, les chroniques, les récits de l'époque impériale. À travers ces manuscrits, l'idée d'un empire chrétien universel continuait de circuler. Même fragmentée, l'Europe partageait une mémoire commune, un socle intellectuel forgé sous la domination franque. La féodalité, souvent perçue comme un monde éclaté et anarchique, portait elle aussi la marque de cet héritage. Le serment vassalique, la hiérarchie des fidélités, la notion de devoir réciproque entre le puissant et le faible, trouvaient leurs racines dans les pratiques politiques de l'Empire. Ce système n'était pas une négation de l'ordre, mais une adaptation à la disparition du centre. Là où l'empereur ne pouvait plus imposer sa volonté, les liens personnels prenaient le relais. Même la violence médiévale s'inscrivait dans cette continuité. Les guerres entre seigneurs, les conflits dynastiques, les rivalités territoriales se justifiant souvent par des arguments hérités du passé impérial. On ne combattait pas seulement pour la terre ou la richesse, mais pour un droit, une légitimité, une succession présentée comme conforme à l'ordre ancien. L'Empire, bien que mort, continuait de fournir le langage du pouvoir. À l'Est, l'idée impériale se transforma en une ambition permanente. Les souverains germaniques se proclamèrent héritiers de l'Empire universel, revendiquant une autorité supérieure aux autres rois. Cette prétention ne reposait pas uniquement sur la force militaire, mais sur une vision du monde héritée des Francs, celle d'un ordre chrétien hiérarchisé, dirigé par un empereur garant de la justice et de la foi.
Cette conception marqua profondément les relations politiques européennes pendant des siècles. À l'ouest, le souvenir franque nourrissait une autre évolution. Le royaume se consolidait lentement, absorbant les seigneuries, imposant une autorité plus stable. Là encore, la référence à l'Empire jouait un rôle essentiel. Elle permettait au roi d'affirmer qu'il n'était pas de simples seigneurs parmi d'autres, mais les héritiers d'une tradition souveraine plus ancienne et plus vaste. La construction de l'État s'enracinait dans cette mémoire. Ainsi, l'Empire des Francs devint un mythe structurant. Non pas un mythe irréel, mais une réalité passée transformée en modèle, en idéal, parfois en justification. Il offrait à l'Europe une histoire commune, une origine partagée, même lorsque les frontières se multipliaient et que les peuples s'opposaient. Dans ce long processus, l'Europe apprit à vivre avec la tension entre unité et diversité. Elle hérita des Francs, non seulement des institutions, mais aussi cette contradiction fondamentale, le désir d'un ordre commun face à la réalité d'un monde fragmenté. C'est dans cet équilibre instable que se forgea son identité. Et tandis que les générations se succédaient, que les langues évoluaient et que les royaumes changeaient de visage, l'ombre de l'Empire demeurait. Elle rappelait qu'au cœur du Moyen Âge, bien avant les nations modernes, un pouvoir avait tenté d'unir l'Occident sous une même vision. Cette tentative, inachevée mais fondatrice, continua d'irriguer l'histoire européenne bien au-delà de la chute des Francs eux-mêmes. À mesure que l'Europe avançait vers la fin du premier millénaire, l'héritage de l'Empire des Francs cessait d'être seulement une mémoire pour devenir une force invisible qui structurait le présent. Les hommes n'évoquaient plus toujours Charlemagne ou les anciens empereurs, mais ils pensaient, gouvernaient et combattaient dans un monde façonné par leurs décisions anciennes. L'Empire n'était plus nommé, mais il était partout. Les routes tracées à l'époque franque continuaient de relier les villes. Les anciens centres administratifs demeuraient des pôles de pouvoir, et les évêchés fondés sous l'autorité impériale restaient des repères essentiels. Même lorsque de nouvelles cités s'élevaient, elles s'inscrivaient dans un espace déjà ordonné, hérité de siècles antérieurs. L'Europe ne repartait jamais de zéro. Elle avançait sur les fondations laissées par les Francs. Le rapport entre le pouvoir et la foi, scellé durant l'époque impériale, se renforça encore. Les rois comprirent que leur autorité dépendait autant de la reconnaissance spirituelle que de la force militaire. L'Église, de son côté, se souvenait que son influence avait grandi grâce à l'appui des souverains francs. Cette relation complexe, parfois conflictuelle, restait marquée par un principe fondateur, l'idée que gouverner signifiait protéger l'ordre chrétien. Dans les campagnes, la vie quotidienne semblait éloignée de ces grandes constructions historiques. Pourtant, même là, l'empreinte de l'Empire persistait. Les paysans travaillaient des terres organisées selon des structures anciennes, dépendaient de seigneurs dont les titres et les droits remontaient souvent à l'époque franque. Les obligations, les redevances, les protections n'étaient pas des inventions récentes, mais le prolongement d'un système mis en place pour administrer un immense territoire. Les chevaliers eux-mêmes, figures emblématiques du Moyen Âge, étaient les héritiers lointains des guerriers francs. Leur idéal de loyauté, leur sens de l'honneur, leur rapport personnel au Seigneur s'inscrivaient dans une tradition forgée bien avant eux. La guerre, bien que plus morcelée, conservait une dimension symbolique héritée de l'Empire, combattre pour un droit, une foi, une légitimité. À travers les siècles, chaque crise européenne réveillait la mémoire de l'unité perdue. Face aux menaces extérieures, aux hérésies, aux conflits internes, certains rêvaient d'un retour à l'ordre impérial. Ces rêves étaient rarement réalisés, mais ils influençaient les décisions, inspiraient les discours, orientaient les ambitions. L'idée d'Europe, bien avant d'être un projet politique moderne, existait déjà comme nostalgie et comme espoir. Ainsi, l'Empire des Francs joua un rôle unique dans l'histoire. Il ne se contenta pas de succéder à Rome, il transforma profondément l'Occident. Il adapta l'héritage antique à un monde nouveau, fusionnant tradition romaine, coutumes germaniques et foi chrétienne. De cette fusion naquit une civilisation originale, capable de survivre à la chute de ses propres structures. Lorsque l'on observe l'Europe médiévale, puis moderne,
On distingue clairement cette filiation. Les frontières changent, les dynasties disparaissent, les idéologies évoluent, mais certaines constantes demeurent. Le rapport au pouvoir, à la loi, à la religion, à la mémoire collective, porte toujours la marque de l'expérience franque. C'est pourquoi l'empire des Francs ne peut être réduit à une simple étape historique. Il fut une matrice. Il engendra des royaumes, des institutions, des mentalités. Il transmit à l'Europe une vision du monde fondée sur l'union fragile entre diversité des peuples et aspiration à un ordre commun. Et dans ce long cheminement, fait de ruptures et de continuités, l'Europe apprit à se définir non par une unité parfaite, mais par une histoire partagée. Une histoire dont le cœur battant, longtemps après la disparition des empereurs, restait celui de l'Empire des Francs, ce père silencieux mais omniprésent du continent européen. Avec le passage au second millénaire, l'Europe entra dans une ère de transformation profonde, mais toujours guidée par des cadres hérités de l'époque franque. Les hommes de ce temps n'avaient plus conscience de vivre dans l'ombre directe de l'Empire. Pourtant, leurs institutions, leurs réflexes politiques et leur représentation du monde continuaient d'emporter la marque. Les royaumes se renforçaient lentement. Le pouvoir royal, longtemps affaibli par la féodalité, cherchait à reprendre l'initiative. Cette reconquête de l'autorité ne fut pas une rupture, mais une réinterprétation de l'héritage ancien. Les rois se présentaient comme les garants de la paix, les protecteurs de l'Église, les juges suprêmes. Ce langage n'était pas nouveau. Il provenait directement de la conception impériale franque, où gouverner signifiait ordonner et protéger. Dans ce contexte, la justice occupait une place centrale. Les tribunaux royaux, les assemblées, les chartes tentaient de remettre de l'ordre dans un monde marqué par l'arbitraire seigneurial. Même lorsque ces efforts échouaient partiellement, ils témoignaient d'une aspiration profonde. Restaurer une autorité supérieure, capable de dépasser les intérêts locaux. Cette aspiration était l'écho lointain de l'Empire, transformé en idéal politique. L'économie, elle aussi, se développa sur des bases anciennes. Les marchés se multiplièrent, les villes reprirent de l'importance, souvent sur les sites même des anciens centres francs ou romains. Les échanges, d'abord régionaux, s'élargirent progressivement. Ce renouveau urbain et commercial n'aurait pas été possible sans les réseaux, les routes et les cadres administratifs hérités des siècles précédents. Là encore, l'Empire disparu continuait de soutenir le présent. La culture européenne se structura autour d'une mémoire commune. Les récits, les chroniques, les chansons de gestes magnifiaient le passé, transformant les figures franques en héros presque mythiques. Ces histoires n'étaient pas de simples divertissements. Elles transmettaient des valeurs, la loyauté, le courage, la foi, le sens du devoir. Elles enseignaient aux générations nouvelles ce que signifiait appartenir à une communauté plus vaste que le village ou la seigneurie. Dans les moments de crise, cette mémoire collective jouait un rôle décisif. Face aux divisions internes, aux menaces extérieures ou aux bouleversements sociaux, on se tournait vers le passé pour y chercher des repères. L'Empire, même idéalisé, offrait un modèle d'ordre et de grandeur. Il rappelait qu'une Europe unie avait existé et qu'elle pouvait, en théorie, renaître. Peu à peu, cependant, cette référence cessa d'être un projet concret pour devenir un fondement symbolique. Les Européens n'avaient à ce plus besoin de reconstruire l'Empire pour en hériter. Ils vivaient déjà dans un monde qui l'avait façonné. Les frontières, les États, les identités se développaient, mais sur une base commune forgée par l'expérience franque. Ainsi, l'Empire des Francs traversa les siècles sans armée, sans couronne, sans trône. Il survécut comme une structure invisible, inscrite dans les mentalités et les pratiques. Il enseigna à l'Europe une leçon durable. L'unité n'est jamais acquise, mais elle peut laisser des traces assez fortes pour influencer l'histoire longtemps après sa disparition. Dans cette lente maturation, le continent apprit à se définir par sa continuité autant que par ses ruptures. Et au cœur de cette continuité, silencieuse mais persistante, demeurait l'héritage de l'Empire né des Francs, ce socle profond sur lequel l'Europe poursuivait son chemin. Avec le recul des siècles, l'Empire des Francs cessa d'être perçu comme un événement historique précis pour devenir une profondeur du temps,
un socle enfoui sous les couches successives de l'histoire européenne. Les hommes n'en connaissaient plus les contours exacts, mais ils en ressentaient encore les effets, comme on ressent la présence d'un fleuve ancien dont le lit a façonné le paysage bien après que ses eaux ont changé de cours. L'Europe médiévale avançait désormais portée par ses propres dynamiques. Les royaumes affirmaient leurs identités, les langues se différenciaient, les cultures locales s'épanouissaient. Pourtant, cette diversité ne signifiait pas une rupture totale. Elle s'inscrivait dans un cadre commun, hérité d'une époque où l'unité avait été tentée, pensée, organisée. Cette tentative avait échoué politiquement, mais elle avait réussi culturellement. Les structures mentales forgées sous l'Empire continuaient d'ordonner le monde. L'idée qu'un pouvoir devait être légitime, qu'il devait s'inscrire dans une continuité, qu'il devait servir un ordre supérieur dépassant les intérêts individuels, demeurait profondément ancrée. Même les contestations du pouvoir se formulaient à l'aide de ces principes. On ne rejetait pas l'ordre en soi, mais la manière dont il était exercé. Dans cette Europe en mutation, l'héritage franc joua un rôle de stabilisateur invisible. Il offrait une référence implicite, un langage commun permettant au peuple de se comprendre malgré leurs différences. La foi chrétienne, unifiée sous l'Empire, continuait de servir de lien entre les royaumes. Les rites, les fêtes, le calendrier structuraient le temps de manière identique d'un bout à l'autre du continent. Cette homogénéité spirituelle était l'un des legs les plus durables de l'expérience franque. Même les grandes ruptures ultérieures s'inscrivirent dans ce cadre. Les conflits entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, les luttes pour la suprématie politique, les tentatives de réforme religieuse ne firent que révéler l'intensité de l'héritage. On se disputait parce que l'enjeu était immense, la définition même de l'ordre européen, héritier d'un passé impérial commun, à travers les crises, les renaissances, les bouleversements. L'Europe conserva cette particularité unique, elle se pensait toujours à travers son histoire. Là où d'autres civilisations s'appuyaient sur une continuité impériale intacte, elle avançait en dialoguant sans cesse avec un passé fragmenté mais fondateur. L'Empire des Francs occupait dans ce dialogue une place centrale, comme l'instant où l'Occident avait tenté de se redéfinir après la chute de Rome. Ainsi, le véritable héritage des Francs ne résidait pas seulement dans les royaumes qu'ils avaient engendrés, mais dans cette manière spécifique d'exister politiquement et culturellement, une manière faite de compromis entre unité et diversité, entre autorité et autonomie, entre mémoire et adaptation. Cette tension devint la marque profonde de l'Europe. Et lorsque, bien plus tard, les Européens commencèrent à réfléchir consciemment à leur identité commune, ils ne faisaient que redécouvrir ce que l'histoire leur avait déjà transmis. L'idée que le continent partageait un destin, une culture, une responsabilité collective avait pris forme bien avant les nations modernes. Elle était née lentement, douloureusement, dans l'ombre de l'Empire des Francs. Ainsi s'achevait le long écho de cet empire disparu, non dans le silence, mais dans la continuité. Car tant que l'Europe continuerait à se penser comme un espace partagé, traversé par une histoire commune, l'esprit des Francs, père discret mais essentiel, continuerait d'habiter son devenir. À ce stade de son long cheminement, l'Europe n'était plus seulement l'héritière inconsciente de l'Empire des Francs. Elle en était devenue la continuation diffuse, fragmentée, presque organique. Ce que l'Empire avait semé ne prenait plus la forme d'un pouvoir central, mais celle d'un paysage mental commun, partagé par des peuples qui s'ignoraient parfois, se combattaient souvent, mais se comprenaient toujours à travers des références semblables. Les siècles médiévaux avancés virent naître de nouvelles formes d'organisation politique. Les royaumes se dotèrent de lois plus stables, d'administrations plus structurées, de symboles plus affirmés. Pourtant, derrière ces innovations, subsistait une même conception du pouvoir. Gouverner signifiait hériter, ordonner, transmettre. Cette vision ne venait ni de la tribu primitive ni de la cité antique isolée, mais de l'expérience franque, où le pouvoir avait appris à se projeter dans le temps. La mémoire de l'Empire jouait alors un rôle paradoxal. Elle n'imposait plus un modèle à imiter, mais elle empêchait toute rupture totale. Même les révolutions les plus profondes
s'exprimait dans un vocabulaire hérité. On parlait de légitimité, de droit, de mission, de continuité. Les souverains, même lorsqu'ils contestaient leurs prédécesseurs, cherchaient à s'inscrire dans une lignée. Cette obsession de la filiation politique était l'un des legs les plus durables des Francs. Dans les mentalités collectives, l'Europe s'était habituée à penser l'histoire comme une succession d'étapes liées entre elles. Le passé n'était pas un poids mort, mais une autorité silencieuse. Cette relation particulière au temps distinguait profondément l'Occident. Elle nourrissait à la fois la conservation et le changement, la tradition et l'innovation. L'Empire des Francs avait appris à l'Europe que l'on pouvait transformer sans effacer. Même lorsque les horizons s'élargirent, lorsque le commerce lointain, les contacts extérieurs et les nouvelles idées commencèrent à remodeler le monde, ce socle demeura. Les découvertes, les crises, les renaissances successives ne détruisirent pas la structure profonde, elles la réinterprétèrent. Le passé impérial n'était plus un souvenir précis, mais une logique intérieure. Ainsi, l'Europe entra progressivement dans des temps nouveaux, sans jamais rompre avec ses origines. Elle changea de visage, de rythme, de priorité, mais conserva cette tension fondatrice entre pluralité et aspiration à l'unité. Cette tension, héritée de l'expérience franque, expliquait autant ses conflits que sa capacité exceptionnelle à dialoguer avec elle-même à travers les siècles. L'Empire des Francs, en définitive, ne fut pas seulement un moment de l'histoire, il fut une initiation. Il apprit à l'Europe à exister au-delà d'un pouvoir unique, à survivre à la disparition de ses propres structures, à se reconstruire sans cesse à partir d'un héritage commun. Il transmit au continent une conscience historique, une profondeur qui empêcha l'oubli total et rendit possible la continuité. Et dans cette longue durée, presque imperceptible, se révèle sa véritable grandeur. Non celle des conquêtes ou des couronnes, mais celle d'un empire qui, en disparaissant, donna naissance à une civilisation capable de se souvenir, de se transformer et de durer. À mesure que le récit avançait vers des temps plus proches, l'Empire des Francs apparaissait de moins en moins comme une réalité identifiable et de plus en plus comme une présence diffuse, presque instinctive, inscrite au plus profond de la conscience européenne. Il n'était plus un souvenir enseigné, mais une structure intérieure, une manière d'organiser le monde, d'interpréter le pouvoir, de comprendre l'histoire elle-même. Les sociétés européennes avaient appris à vivre sans centre unique, mais non sans référence commune. Cette capacité, rare dans l'histoire des civilisations, était l'un des héritages les plus subtils de l'expérience franque. L'Europe n'avait pas remplacé l'Empire par un autre empire durable. Elle avait appris à fonctionner dans la pluralité sans perdre toute cohérence. Ce paradoxe, source de conflits permanents, était aussi la clé de sa longévité. Chaque époque réinterpréta cet héritage selon ses besoins. Les périodes de crise ravivaient le désir d'ordre et d'unité. Les temps de prospérité favorisaient l'affirmation des identités locales. Mais jamais l'idée d'un destin partagé ne disparaissait complètement. Même lorsque les frontières se durcissaient, elles se traçaient à l'intérieur d'un espace culturel commun, né de l'époque franque. Les institutions évoluèrent, se complexifièrent, se laïcisèrent parfois, mais elles conservèrent cette obsession de la légitimité héritée du passé. Gouverner ne signifiait jamais seulement exercer une force, cela impliquait toujours une justification, un récit, une inscription dans une continuité. Cette exigence distinguait profondément l'Europe, issue des Francs, d'autres mondes politiques fondés sur la seule domination. Ainsi, l'Empire des Francs avait transmis à l'Europe une manière particulière d'affronter le temps. Il lui avait appris que les structures pouvaient disparaître sans que l'ordre s'effondre totalement, que la mémoire pouvait remplacer la contrainte, que l'idée d'unité pouvait survivre à la fragmentation politique. Cette leçon, durement acquise, devint l'un des fondements de la civilisation européenne. Dans cette perspective, l'histoire de l'Empire cessait d'être une chronologie pour devenir une profondeur. Elle expliquait pourquoi l'Europe se construisait par couches successives, pourquoi chaque génération dialoguait avec celle qui l'avait précédée, pourquoi le passé n'était jamais entièrement clos. Les Francs avaient offert à l'Occident une conscience historique durable. Ainsi, même lorsque l'Europe entra dans des temps radicalement nouveaux,
Marquée par des ruptures intellectuelles, sociales et politiques, elle ne se détacha jamais complètement de cette origine. Les formes changeaient, les discours se renouvelaient, mais la logique demeurait. L'Empire des Francs continuait d'exister non comme un modèle à restaurer, mais comme une matrice invisible. Et c'est dans cette persistance silencieuse que résidait sa véritable postérité. Un empire disparu avait façonné un continent capable de se souvenir, de se diviser, de se recomposer sans cesse. Un père lointain, dont l'héritage n'était ni figé ni sacralisé, mais vivant, transformé par le temps, et toujours présent dans la trame profonde de l'Europe. À ce point du récit, l'Empire des Francs n'était plus seulement une origine, il était devenu une clé de lecture. Comprendre l'Europe, ses tensions, ses équilibres instables et ses renaissances successives revenait à reconnaître cette empreinte ancienne, invisible mais structurante, laissée par l'expérience franque. Les siècles passèrent et les formes du pouvoir changèrent. Les monarchies se transformèrent, les villes gagnèrent en autonomie, les idées circulèrent plus librement. Pourtant, sous ces mutations, demeurait une même obsession, celle de l'ordre hérité, de la continuité historique, du lien entre passé et avenir. L'Europe ne concevait jamais le présent comme un commencement absolu. Elle avançait toujours chargée de mémoire. Cette relation singulière au passé, forgée au lendemain de la chute de Rome et consolidée par l'Empire des Francs, donna au continent une profondeur particulière. Chaque réforme, chaque rupture, chaque révolution s'inscrivait dans un dialogue implicite avec ce qui avait été. Même lorsqu'on rejetait l'ordre ancien, on le faisait en le nommant, en le combattant, en s'y mesurant. L'oubli total n'était jamais une option. L'idée d'un espace européen commun survécut ainsi à toutes les divisions. Elle se transforma, se sécularisa, se politisa, mais elle ne disparut jamais. Elle trouvait ses racines dans cette première tentative de refondation occidentale menée par les Francs, lorsque l'on avait cherché à unir des peuples différents sous une même vision du monde. Ce projet, imparfait et éphémère, avait pourtant changé définitivement la trajectoire du continent. L'Empire des Francs avait appris à l'Europe une vérité essentielle. La force seule ne suffit pas à durer. Il faut une mémoire, une légitimité, une capacité à intégrer la diversité sans l'effacer. Cette leçon transmise à travers les siècles expliquait pourquoi l'Europe, malgré ses guerres incessantes, conservait une étonnante cohérence culturelle et intellectuelle. Ainsi, le père de l'Europe ne fut pas seulement un empire conquérant, mais un moment fondateur où l'Occident apprit à se penser après la chute, à reconstruire sans renier, à transmettre sans figer. En disparaissant, l'Empire des Francs laissa derrière lui plus qu'un territoire morcelé. Il laissa une manière d'exister dans l'histoire. Et tant que l'Europe continuerait à se définir par ce dialogue entre unité et pluralité, entre héritage et transformation, l'écho de cet empire ancien continuerait de résonner, non comme une nostalgie vaine, mais comme une force silencieuse, rappelant qu'au cœur même de ces divisions, le continent partage une origine commune. À ce stade ultime du parcours, l'Empire des Francs n'apparaissait plus comme un objet du passé, mais comme une origine intérieure, profondément intégrée à la manière dont l'Europe se comprenait elle-même. Ce que les siècles avaient recouvert n'avait jamais disparu. Cela s'était fondu dans la trame même du continent, au point de devenir presque indissociable de son identité. L'Europe moderne, en se construisant, continua d'hériter sans toujours le savoir. Les États affirmèrent leur souveraineté, les peuples revendiquèrent leurs particularités, les idéologies nouvelles prétendirent parfois rompre avec toute tradition. Pourtant, même dans ces moments de rupture apparente, la logique demeurait la même. On cherchait à fonder, à légitimer, à inscrire le présent dans une continuité historique. Cette exigence n'était pas universelle dans l'histoire du monde. Elle était le fruit d'un long apprentissage commencé avec l'expérience franque. Le souvenir de l'Empire n'était plus célébré, ni même clairement nommé. Il se manifestait autrement, dans l'idée que la loi devait dépasser la force, que le pouvoir devait être justifié, que l'autorité devait s'accompagner d'une responsabilité. Ces principes,
nés dans le chaos post-romain et consolidés par les Francs, continuèrent d'irriguer la pensée politique européenne, même lorsqu'elle se sécularisa. Ainsi, l'Europe développa une relation singulière à son passé. Elle ne le vénérait pas comme une relique figée, mais elle ne s'en libérait jamais totalement. Chaque génération héritait d'un monde déjà structuré par celle qui l'avait précédé. Cette continuité imparfaite, parfois conflictuelle, fut l'un des traits les plus durables légués par l'Empire des Francs. En définitive, cet empire n'avait pas seulement engendré des royaumes ou des institutions, il avait transmis une manière d'exister dans le temps. Il avait appris à l'Europe que la chute n'était pas la fin, que la fragmentation pouvait engendrer de nouvelles formes d'unité, et que la mémoire pouvait devenir un principe d'organisation aussi puissant que la domination. Ainsi se refermait le long héritage des Francs, non comme un chapitre clos, mais comme une source silencieuse, toujours active. Père de l'Europe non par la conquête seule, mais par la transmission d'une conscience historique, une conscience faite de ruptures et de continuités, de divisions et de références communes, qui permit au continent de traverser les siècles sans jamais perdre totalement le fil de son origine. Et tant que l'Europe continuerait à se penser comme une histoire partagée, même dans la discorde, l'ombre bienveillante et exigeante de l'Empire des Francs continuerait de l'accompagner. Le fil de l'histoire approchait désormais de son terme, non parce que l'héritage des Francs s'éteignait, mais parce qu'il s'était entièrement dissous dans le devenir européen. À ce point, il n'y avait plus de rupture perceptible entre ce qui avait été transmis et ce qui continuait d'exister. L'Empire des Francs avait cessé d'être une référence consciente pour devenir une évidence silencieuse. L'Europe avançait dans des temps nouveaux, traversés par des bouleversements intellectuels, politiques et sociaux profonds. Les formes de l'autorité se transformaient, les structures se redéfinissaient, mais toujours selon une logique héritée. Même lorsque l'on contestait l'ordre ancien, on le faisait avec des outils forgés par des siècles d'histoire commune. La rupture elle-même devenait un acte inscrit dans la continuité. Ce legs se manifestait surtout dans la manière dont l'Europe concevait sa propre fragilité. Contrairement à d'autres civilisations, elle n'idéalisait pas une stabilité éternelle. Elle avait appris, dès la fin de l'Empire romain et à travers l'expérience franque, que toute construction pouvait s'effondrer. Mais elle avait aussi appris que la chute n'impliquait pas la disparition totale, seulement une transformation. Cette conscience donna au continent une capacité singulière de résilience. Ainsi, l'Empire des Francs ne laissa pas derrière lui un modèle figé à reproduire, mais une méthode implicite, intégrer l'héritage, accepter la diversité, chercher l'unité sans jamais l'imposer totalement. Cette méthode traversa les siècles, façonnant la culture politique, la pensée historique et même la sensibilité européenne face au temps. Dans cette perspective, l'Europe n'était pas l'œuvre d'un seul moment fondateur, mais le résultat d'un long apprentissage. L'Empire des Francs en fut l'étape décisive, celle où l'Occident comprit qu'il devait se reconstruire à partir de ses ruines sans renier ce qu'il avait été. Cette leçon, transmise de génération en génération, demeura active bien après la disparition des couronnes impériales. Lorsque l'on regarde l'Europe dans sa complexité, ses contradictions, ses aspirations à l'unité et ses résistances à toute centralisation absolue, on perçoit encore cet héritage. Il ne s'agit pas d'un souvenir glorifié, mais d'une structure profonde, presque inconsciente, qui continue d'orienter les choix collectifs. Ainsi, l'Empire des Francs s'inscrivit dans l'histoire non comme une fin, mais comme un commencement durable. Il ne donna pas à l'Europe une forme définitive, mais une capacité à durer malgré les fractures. En cela, il fut véritablement le père de l'Europe. Non celui qui impose, mais celui qui transmet, laissant à ses héritiers la liberté de transformer sans jamais oublier. Le récit touchait désormais à sa phase la plus silencieuse, là où l'histoire cesse d'être racontée comme une suite d'événements pour devenir une présence diffuse, presque imperceptible, mais toujours agissante. L'Empire des Francs, à ce stade, n'était plus un souvenir transmis par les chroniques ni un modèle invoqué par les puissants. Il était devenu une part intégrante de la manière dont l'Europe se projetait dans l'avenir. Les sociétés européennes avaient intégré l'idée que leur monde était le produit d'une longue continuité.
Rien n'y apparaissait comme absolument neuf. Chaque transformation, même radicale en apparence, se rattachait à un passé commun, à une mémoire partagée. Cette manière de concevoir le temps historique distinguait profondément l'Europe. Elle avançait en se souvenant, en se définissant par strates successives, plutôt que par rupture définitive. L'héritage franc se révélait alors dans ce rapport particulier à la transmission. Les institutions changeaient, les formes du pouvoir évoluaient, mais l'idée même d'institution demeurait centrale. Gouverner signifiait toujours inscrire l'action dans une durée, fonder le présent sur ce qui avait été. Cette exigence, héritée de l'Empire, empêchait toute tabula rasa complète. Même la contestation s'exprimait à travers des cadres anciens, transformés mais reconnaissables. Ainsi, l'Europe développa une identité fondée non sur l'uniformité, mais sur la conscience d'une origine partagée. Les différences n'étaient pas niées, elles étaient intégrées dans un ensemble plus vaste. Cette capacité à maintenir un dialogue constant entre diversité et unité constituait l'un des legs les plus profonds de l'expérience franque. L'Empire n'avait pas enseigné comment durer par la contrainte, mais comment survivre par l'adaptation. À mesure que les générations se succédaient, cette leçon devenait presque instinctive. Les Européens ne se demandaient plus d'où elle venait. Elle s'exprimait dans la manière de penser le droit, la mémoire, la légitimité, l'histoire. Le passé n'était jamais entièrement clos, jamais totalement dépassé. Il restait une référence silencieuse, un point d'appui invisible. Ainsi, l'Empire des Francs acheva son œuvre bien après sa disparition. En façonnant une civilisation capable de se transformer sans se renier, il offrit à l'Europe une profondeur temporelle unique. Non un modèle figé, mais une dynamique. Non une unité imposée, mais une aspiration durable. Et dans cette continuité discrète, presque effacée, se révélait toute la portée de cet empire ancien, père de l'Europe non par la domination, mais par la transmission d'une conscience historique. Une conscience qui permettait au continent de traverser les siècles, de se diviser, de se recomposer, sans jamais perdre totalement le sentiment d'une origine commune. Le temps avait désormais presque entièrement absorbé l'empire des Francs. Ce qui autrefois avait été pouvoir, conquête et autorité visible n'existait plus que comme une couche profonde de la conscience européenne. À ce niveau, l'héritage n'était plus perçu, il agissait, il ne se rappelait plus, il orientait. L'Europe avait appris à avancer sans certitude d'unité parfaite. Cette acceptation n'était pas innée, elle était le fruit d'une longue expérience commencée dans le chaos post-romain et structurée par l'Empire franc. Là où Rome avait offert la stabilité par la centralisation, les Francs avaient transmis autre chose, la capacité à survivre à la désintégration sans perdre toute cohérence. Cette leçon marqua durablement le continent. Ainsi, l'Europe développa une culture du compromis historique. Les tensions entre pouvoir central et liberté locale, entre universalité et particularisme, ne furent jamais totalement résolues. Elles furent intégrées. Cette intégration, souvent douloureuse, empêcha les ruptures absolues. Même dans les périodes de crise extrême, la référence à un ordre ancien, à une continuité possible, restait présente. Dans cette longue durée, l'héritage franc se manifesta aussi dans la manière européenne de concevoir la responsabilité historique. Les générations ne se voyaient pas comme des commencements, mais comme des héritières. Cette conscience engendrait une relation particulière au passé, ni soumission aveugle, ni rejet total. Le passé devenait un interlocuteur silencieux, parfois contraignant, mais toujours incontournable. L'Empire des Francs avait ainsi transmis à l'Europe une forme de maturité historique. Il lui avait appris que la grandeur ne réside pas seulement dans l'expansion ou la domination, mais dans la capacité à laisser une trace durable, transformable, transmissible. En disparaissant, l'Empire avait laissé l'essentiel, une structure mentale, une manière d'habiter le temps. À ce point du récit, il devenait clair que parler de la fin de l'Empire des Francs n'avait plus de sens. Il n'y avait pas eu de fin véritable, seulement une métamorphose. L'Empire s'était dissous dans la civilisation qu'il avait contribué à faire naître. Il avait cessé d'exister comme pouvoir pour devenir fondement.
Ainsi, l'Europe poursuivait son histoire, traversée de conflits, de renaissances et de ruptures apparentes, mais toujours portée par cette profondeur invisible. Le père de l'Europe n'était plus nommé, ni célébré, ni revendiqué. Il était devenu une évidence silencieuse, inscrite dans la manière même dont le continent se pensait et se transformait. Et dans ce silence, plus éloquent que toutes les proclamations, résidait l'ultime héritage de l'Empire des Francs. Alors que l'Europe continuait de se transformer au fil des siècles, l'ombre de l'Empire des Francs demeurait une constante invisible. Ce n'était plus une réalité tangible, mais un principe structurant, l'idée que toute autorité devait s'inscrire dans le temps, que le pouvoir était à la fois un héritage et une responsabilité, et que l'unité pouvait exister sans effacer la diversité. Les royaumes médiévaux, malgré leurs divisions, s'appuyaient sur ces principes. Les monarques invoquaient la légitimité, les lois s'appuyaient sur la mémoire, et les institutions locales reprenaient des formes héritées des pratiques franques. Même lorsque le chaos régnait, l'idée que l'Europe pouvait fonctionner comme un tout subsistait, orientant inconsciemment les décisions et les alliances. Dans la culture et la pensée, l'héritage était tout aussi tangible. Les récits épiques, les chroniques, les enseignements religieux et juridiques transmis ce que l'Empire avait instauré, une conscience historique, une logique de continuité et la conviction que le passé devait guider le présent. L'Europe, même fragmentée, partageait ainsi des repères communs et une profondeur de sens héritée de cette expérience. Ainsi, l'Empire des Francs ne disparut jamais vraiment. Il se transforma, se diffusa, s'insinua dans les structures, les mentalités et les imaginaires. Il devint invisible mais omniprésent, un père silencieux qui enseigna à l'Europe à durer, à se recomposer et à traverser les siècles avec la mémoire de ses origines. Et dans chaque tentative d'unité, chaque aspiration à la justice et à l'ordre, dans chaque geste de transmission et de protection de la foi, l'ombre de l'Empire continuait de guider, preuve que, bien après sa disparition matérielle, les Francs restaient le véritable père de l'Europe. Avec le passage du temps, l'Empire des Francs se transforma en un horizon permanent pour l'Europe. Même lorsque les royaumes se divisaient, même lorsque les guerres intestines éclataient, même lorsque de nouveaux pouvoirs émergeaient, l'empreinte franque restait visible, sous-jacente, structurante. L'Europe avait appris à se définir non seulement par ce qu'elle était, mais aussi par ce qu'elle avait été. Les leçons de gouvernance, de légitimité et de fidélité, forgées dans le feu de l'époque impériale, traversèrent les siècles. Les souverains savaient qu'exercer le pouvoir exigeait plus que la force. Il fallait le justifier, le transmettre, l'inscrire dans la continuité. Ces principes guidaient les alliances, légitimaient les institutions, encadraient les guerres et ordonnaient les sociétés. Ainsi, l'Europe avançait, consciente de ses racines, structurée par une logique héritée. L'héritage franc se révélait aussi dans la culture, dans la mémoire collective. Les récits épiques, les chroniques, les institutions ecclésiastiques perpétuaient un modèle de cohésion et de responsabilité. L'idée qu'un ordre commun était possible, même fragile et temporaire, continuait de nourrir l'imaginaire européen. Chaque génération, tout en s'adaptant aux circonstances nouvelles, puisait dans cette profondeur silencieuse. Ainsi, l'Empire des Francs ne se limitait pas à un territoire conquis ou à une dynastie. Il avait donné à l'Europe une méthode pour durer, une capacité à se recomposer après la fragmentation et à inscrire l'action présente dans une mémoire collective. Son influence était invisible mais omniprésente, un fil discret mais solide, reliant le passé au présent. Et dans ce fil ténu mais puissant, l'Europe trouva sa résilience et sa continuité. L'Empire des Francs, en disparaissant matériellement, avait transmis quelque chose de plus précieux, une conscience historique, une manière de penser et d'agir dans le temps, qui permit au continent de traverser les siècles sans jamais perdre complètement le sens de son origine. Il demeurait ainsi, silencieux mais vivant, le véritable père de l'Europe. L'ultime chapitre de cette longue histoire se déploie dans une Europe qui avait fait sienne l'héritage franc sans toujours le nommer. L'Empire des Francs n'était plus visible dans ses murs ou ses armées,
mais il persistait dans la structure même du continent, dans ses institutions, dans sa mémoire, dans sa manière d'envisager le pouvoir et le temps. Chaque conflit, chaque tentative d'unification, chaque loi ou coutume rappelait, parfois inconsciemment, les principes hérités de l'Empire, la légitimité comme fondement du pouvoir, la continuité comme condition de sa durabilité et la foi comme lien entre les peuples. Les royaumes pouvaient se diviser, les frontières changer, les dynasties s'éteindre, mais cette logique subsistait, silencieuse et structurante. La culture et l'histoire européenne furent imprégnées de cette influence. Les monastères, les écoles, les chroniques, les récits épiques portaient la mémoire de l'Empire et transmettaient ses valeurs. Même la fragmentation politique n'effaçait pas l'idée que l'Europe partageait une origine commune, une matrice profonde à laquelle on se réfère dans les moments de doute et de crise. Ainsi, l'Empire des Francs, en disparaissant matériellement, avait réussi l'essentiel, façonner un continent capable de durer, de se transformer et de se reconstruire. Il avait transmis non des frontières ni des trônes, mais une conscience historique, une manière de penser et d'agir dans le temps, et la capacité de conjuguer diversité et unité. Dans cette dynamique, il demeurait le père silencieux de l'Europe, présent dans sa mémoire, dans ses institutions, dans sa culture et dans son devenir. Même invisible, il continuait de guider, de structurer et d'inspirer. C'est ainsi que se conclut le récit, non avec la fin d'un empire, mais avec la naissance durable d'une civilisation façonnée par les Francs, héritiers de Rome et architectes de l'Europe.